Elle va venir nous parler de toutes ces missions qu'il peut faire actuellement à titre privé pour des organismes privés ou des ONG dans des milieux relativement hostiles, voire très hostiles, Afrique, Syrie, voilà, pas mal de destinations là encore récemment. Et donc Joël va nous parler de tout ça pour aborder la thématique de comment secourir et se secourir en zone hostile. Merci Joël d'être avec nous au salon. Le salon te remercie de ta présence et je te laisse la parole. Et à la fin, comme le jeu des petites questions, vous aurez la possibilité de poser des questions à Joël. Merci Joël. Merci. Bonsoir, merci. On va parler pendant 45 minutes environ de se secourir en zone hostile. Donc devant le secourir, il y a un petit se, puisque une des particularités du premier soin, premier secours en zone hostile, c'est de pouvoir se l'auto-administrer. Bon, la présentation, elle a été bien faite, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être excepté pour corriger un petit peu le tir par rapport au contenu de la conférence telle qu'elle va se présenter, on va plutôt parler réellement du concept de premier secours en zone hostile plutôt que par rapport à mes expériences personnelles. Attendez, je dois me familiariser avec la bête. Voici le programme que je vous propose de vivre ensemble. Donc une introduction, 5 minutes, elle est déjà plus ou moins terminée. Un exposé qui va durer une quarantaine de minutes, que je vais commencer à faire dès la fin du programme. Et ensuite, à la fin, une quinzaine de minutes, une 10-15 minutes, si vous avez des questions éventuellement. Durant l'exposé, on va tenter de répondre à la première question. Une zone hostile, qu'est-ce qu'une zone hostile? Est-ce que ça concerne que les gens qui sont déployés sur des théâtres d'opération, les militaires, ou est-ce que ça peut concerner les civils que nous sommes? On va parler également donc du secours tactique, les origines dans les grandes lignes, les origines du secours tactique moderne, puisque pendant la Première Guerre, on faisait déjà du secours tactique. Là, aujourd'hui, les techniques et les matériaux se sont affinés. On va reparler de ça en 2 minutes. Pour en venir au cœur du sujet, le secours en zone hostile, le premier secours au niveau des personnes non formées médicalement, quelles sont les différences entre la manière dont on intervient dans les zones hostiles par rapport au premier secours que je qualifierais de domestique, à savoir sa cuisine, son club de sport, ce genre d'endroit, les situations de tous les jours. On touchera un mot de ce que je nomme dans le livre le triangle de l'efficacité. Donc le secourisme tactique, le secourisme opérationnel, bon, en dehors du contexte militaire, c'est quelque chose qui, d'un point de vue technique, est assez simple. Ce sont des gestes simples que je peux enseigner à mon fils de 6 ans qui est là. En 2-3 heures, il va maîtriser les gestes qui vont pouvoir secourir en zone hostile. En tout cas, ce qui sera secourable. Donc les décès évitables, les gens qu'on pourra sauver. Les gestes sont assez simples. Par contre, c'est la situation, c'est le contexte qui est très compliqué. Donc on applique des gestes simples dans une situation très compliquée. On parlera donc du triangle de l'efficacité qui permet de gérer justement ces situations compliquées. On fait quoi, où et comment? Ça, c'est certainement la pierre angulaire, la pierre d'achoppement du secourisme tactique, des premiers soins en zone hostile. C'est qu'est-ce qu'on fait à quel moment? Ça va être déterminant. Ensuite, un mot à propos d'improviser, puisque le jour où ça arrive, le jour où on a besoin de ces connaissances, de mobiliser ces connaissances, c'est toujours le jour où on n'a pas le kit sur soi, ou le jour où on l'a oublié, ou le jour où on est un peu déconnecté de la réalité ambiante, et il va falloir improviser, dans la plupart des cas. Un petit mot de la fin, et ensuite les questions-réponses. Ok? On y va? La zone hostile, c'est quoi? On va tenter déjà une première définition. On va parler de deux concepts. La situation hostile, c'est une situation où l'intégrité physique des personnes est menacée par d'autres. Donc il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à cette définition, elle est claire. On parle également de situation non permissive. Les deux concepts se regroupent un peu, se chevauchent. C'est une situation qui ne permet pas la libre circulation ou la libre utilisation des moyens.
Donc ça veut dire dans une situation non permissive, peut-être que les moyens sont disponibles, mais ils sont à un endroit où je ne peux pas me rendre. Donc ces deux types de situations qu'on peut rencontrer dans nos contextes civils vont rendre les choses beaucoup plus compliquées pour les opérateurs, même s'ils disposent des connaissances. Ce qui pourra faire la différence, ce sera certainement l'état d'esprit. Donc voici ce qu'on entend par les termes situation hostile ou situation dite non permissive. Alors, civil en zone hostile, non, oui, est-ce que ça existe? Quand le livre a commencé à voir le début de sa vie sur les réseaux sociaux et sur ce qui aujourd'hui colporte une nouvelle médiatique, les premières questions qui me venaient, ou les premiers commentaires, c'était plutôt ouais, mais le secourisme en zone hostile, c'est quelque chose à destination des militaires, quelque chose à destination à la limite des policiers, mais certainement pas les civils. Malheureusement, l'histoire récente, les actualités et toutes les analyses en cours nous montrent que c'est faux, que la zone hostile, elle concerne également les civils. Les attentats, les explosions, kamikazes, attaques au couteau, les attaques aux voitures béliers, etc., etc. La liste, elle est longue. On ne va même pas refaire un historique complet sur les 10 dernières années. Par contre, les nombres d'attentats dans les pays même industrialisés sont toujours en hausse. Donc oui, les civils sont concernés par la notion de zone hostile. Donc durant ces événements, en bas à gauche, on voit une photo de l'ascenseur tel qu'on l'a trouvé quand on est entré au Radisson à Bamako en 2015, des impacts de balles dans un centre commercial lors d'un attentat au Kenya, des façades où on voit que lors de ces événements, nos villes sont momentanément transformées en champs de bataille. Combien de temps? Quelques minutes, dans les meilleurs des cas, quelques heures, et peut-être un jour, quelques jours, oui. Ok? Donc, il est clair que durant ces instants, il faudrait avoir cette capacité de basculer dans ce qu'on nomme le mode tactique. Donc, même si ce terme est emprunté aux militaires, le mode tactique va être cette faculté qu'a l'individu de l'espace d'un instant privilégier la sécurité ou la tactique au détriment de ce qu'il faudrait faire médicalement. On va développer ce concept. Quelques mots au sujet du secourisme tactique, puisqu'on l'a compris, dans ces situations qui transforment nos villes momentanément en zone de guerre, il va falloir adapter notre interface, arrêter de fonctionner comme on fonctionne le reste du temps. Il va falloir changer de disque et mettre celui comment réagir en zone de guerre, l'espace d'un instant avec les moyens qui sont les miens à cet instant précis. Quelques mots au niveau de l'origine du secourisme tactique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Dans les années 90, un monsieur qui s'appelle Frank Butler, un capitaine de l'armée américaine, a été chargé par son commandement de développer des nouvelles doctrines de secourisme pour les soldats au front, pour améliorer un taux de survie des blessés qui était au point mort depuis la guerre du Vietnam. Il y a eu un épisode critique dans cette recherche, c'est en 93, beaucoup d'entre vous ont probablement vu le film La chute du faucon noir en français. Donc ce film parle d'un événement réel qui s'est passé à Mogadiscio où il y a l'écrasement d'un Black Hawk de l'armée américaine avec s'ensuit un combat retranché qui va durer plusieurs heures et de nombreux morts dans les rangs américains. Ça, c'est un événement charnière dans l'histoire du secourisme tactique moderne où là, il va y avoir une nette accélération sur les tentatives de rechercher des nouvelles procédures et des nouveaux équipements pour améliorer ce taux de survie des blessés. En 1996 est né officiellement le TCCC, dont le logo est là en bas. Le logo exprime très bien la philosophie de cette doctrine, qui est une doctrine qui veut que les soldats, même blessés, restent des combattants et soient soutenus par leur équipier et pris en charge par leur équipier direct. Le TCCC, Tactical Combat Casualty Care, littéralement les soins d'urgence aux blessés de guerre, va donner naissance à toute une ramification de protocoles, de manières de fonctionner dans le secourisme, dont le TECC qui va naître officiellement en 2011, qui est cette doctrine militaire qui est adaptée au milieu civil
et plus particulièrement au milieu police. Ensuite, dès 2010, toutes sortes de doctrines, dont le texte que je rapporte dans mon livre, dont ce qui est pratiqué aujourd'hui dans la plupart des formations qui sont dispensées, sont des contenus dérivés. Tout vient de cette doctrine américaine. Dès 2012, il y a la version finale de la note des soins de santé aux armées ici en France qui va également extraire certainement le meilleur de cette doctrine pour l'adapter à la réalité de l'armée française et en faire le standard de prise en charge des blessés en zone de guerre pour l'armée française. C'est en gros l'histoire du secourisme tactique moderne. Alors les buts et les objectifs des premiers soins en zone hostile, les buts sont au nombre de 3. Le premier, c'est de se traiter soi-même. Le deuxième, de pouvoir traiter autrui, ce qui pour du premier soin coule de source. Le troisième, c'est d'utiliser un IFAC ou kit de premier soin, Individual First Aid Kit, qui peut être petit comme ceci, qui peut être un peu plus gros, qui peut être contenu dans un sac, dans un ETC, peu importe, mais utiliser soi-même un kit de premier soin. Les objectifs de ces premiers soins en zone hostile sont évidemment, et ça coule de source, traiter les blessés. En 2, éviter le suraccident, comme dans la plupart des doctrines de premiers soins. Et en 3, poursuivre ou son sauvetage, si on est un civil pris dans une situation dégradée, dans une situation hostile, ou sa mission, si on est quelqu'un avec une mission, force de l'ordre, pompiers, etc., etc. Les 3 thématiques qui sont surlignées en rouge sont les différences principales finalement entre du secourisme en milieu domestique et du secourisme en zone hostile. Un des grands points différents, c'est se traiter. Okay? Se traiter soi-même, c'est une grande différence avec les premiers soins domestiques. Poursuivre son sauvetage, si je suis dans une zone hostile, malgré que je suis blessé, ne pas attendre spécialement qu'on vienne me prendre en charge les secours professionnels, poursuivre mon propre sauvetage, c'est une grande différence avec le secourisme en zone domestique, où là, on va plutôt ne pas bouger le blessé, excepté circonstances exceptionnelles, et attendre que les secours professionnels nous prennent en charge. Donc on poursuit avec ces différences entre les premiers soins en zone hostile et les zones domestiques. Il va y avoir cette notion de menace en zone hostile. Et la menace, elle sera soit toujours existante ou latente. C'est-à-dire qu'elle s'est peut-être déplacée, mais qu'elle peut revenir vers nous. On va devoir agir dans des contextes, dans des environnements qui sont compliqués, des environnements avec de l'obscurité, de la fumée, de l'eau, des éboulis, des structures qui sont instables. Peut-être et probablement, particulièrement dans les scénarios d'explosion, des éclats de verre, des fenêtres qui sont brisées par l'effet de souffle, des débris de matériaux, de construction et autres. Il peut y avoir en général de nombreuses victimes. Les ressources humaines et ou matérielles vont dépasser le nombre de blessés. Alors ça peut aller très très vite. Si je suis tout seul et que j'ai affaire à 2 ou 3 blessés, je suis dans une situation dite SMV, une situation à multiples victimes. Si je suis tout seul avec une seule personne à traiter sans équipement, je suis déjà dans une situation compliquée. Alors ce qui va être également différent en zone hostile par rapport aux zones domestiques, c'est certainement que l'équipement va être très limité. Il va être limité à ce que vous avez sur vous ou autour de vous, et avec lequel vous allez être capable d'improviser. Le type de blessure sera absolument différent aux situations domestiques. Vous allez avoir des blessures par balle, vous allez avoir des éclats, des projections, vous allez avoir des blessures liées aux effets d'explosion, donc peut-être des organes internes qui ont explosé, ce genre de choses. Donc le type de blessure va être tout à fait particulier. Les délais d'évacuation seront a priori prolongés par rapport aux situations normales. Dans une situation hostile, type attentat, il y a de fortes chances que la zone soit bouclée, elle va l'être pour un certain temps. Ce temps, il peut être, comme je le disais en entrée, de l'ordre de quelques minutes à quelques heures.
Et là, il va falloir prendre en charge. Il va falloir poursuivre sa prise en charge et il va falloir l'adapter à l'état de la victime qui, certainement, vu la durée de temps, va certainement dégénérer. Et il va falloir assurer tout ça, ce qui n'est pas le cas sur une situation domestique où après 8 à 15 minutes, une prise en charge par les secours professionnels aura lieu. Alors pour parvenir à juguler tous ces challenges que représente la zone hostile, la prise en charge des blessés en zone hostile, on va se baser sur le triangle de l'efficacité. Le triangle de l'efficacité, c'est un cumul de concepts qu'il faudrait que tout citoyen averti ou toute personne qui a envie d'être dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire face le jour où c'est nécessaire, accumuler. À savoir, c'est un mélange équilibré entre les savoirs, les savoir-faire qui sont deux choses différentes, connaître quelque chose et être à même de pouvoir le faire dans toutes les situations sont deux choses différentes, et un minimum d'équipement. On peut improviser de l'équipement, mais il est clair que l'équipement manufacturé va toujours être plus pratique et certainement plus efficace. Ces trois points sont à mettre en corrélation avec le fait d'être en capacité d'agir, ce qu'on nomme comme concept le mens sana in corpore sano, donc l'esprit sain dans le corps sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être prêt et paré à pouvoir faire face à des situations dégradées, il faut être un certain type de personnalité. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être Rambo ou prêt à tout, il faut être un minimum mentalisé en amont à pouvoir faire face à ces situations, à la fois psychologiquement et physiquement. Dans quel but? Dans le but de pouvoir prendre des décisions difficiles. Il y a des décisions difficiles à prendre dans les zones hostiles. Je prends l'exemple de je suis dans un centre commercial, l'explosion a eu lieu, j'ai 2 blessés autour de moi, j'ai la chance d'être indemne, j'ai un garrot sur moi, j'ai en face de moi un enfant de 6 ans polytraumatisé avec un saignement massif et la moitié du bras arraché qui est inconscient, et une personne âgée qui a juste un saignement massif sur le bras droit, et je dois prendre une décision pour utiliser le seul tourniquet que j'ai. C'est une décision difficile, il va falloir la baser sur la connaissance et non pas sur l'affect. On ne va pas pouvoir partir sur le fait, oui, l'enfant a plus d'avenir, il est petit, il est mignon, oh, je vais l'utiliser là. Il va falloir prendre des décisions difficiles basées sur la connaissance, qui va survivre, qui ne va pas survivre, comment utiliser mon matériel à meilleur escient. Dans le but d'avoir également du leadership dans ces situations qui sont par définition chaotiques, il va falloir que quelqu'un prenne le lead, il va falloir que quelqu'un ait de l'assise pour justement faire passer ses décisions, remettre du calme, organiser le chaos le plus rapidement possible. La maîtrise de soi, la maîtrise, elle va être importante, ne pas sombrer soit dans la panique, soit dans les émotions excessives par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Imaginons, et là je prends le cas d'étrangers, mais imaginons que ce soit les nôtres, qui soient notre famille, qui soit à côté de nous dans ce centre commercial, ou dans cette salle de concert, ou sur cette esplanade un jour de 14 juillet. Il va falloir se maîtriser par rapport à ce qui nous arrive pour rester efficace, le triangle de l'efficacité. La condition physique, elle est absolument indispensable, et dans nos sociétés modernes où tout est confortable, tout est rapide, tout est cool, on a tendance à l'oublier. Un citoyen averti devrait certainement être capable de ceci à plus ou moins tout âge, dès 16 ans jusqu'à le plus tard possible, avoir ça en leitmotiv. Donc être capable de courir 1 km avec un enfant de 15 kg dans les bras devrait constituer un standard minimum en termes de course à pied. Pouvoir nager 500 mètres semble minimum, ça permettrait de nager 100 mètres contre le courant dans un fleuve, je ne parle pas d'océan, juste tomber à l'eau en franchissant une explosion sur un pont, même ici à Paris, être capable de rejoindre la berge en étant tout habillé, en n'ayant plus de bière, ça nécessite un peu de conditions physiques. Donc 500 mètres à la nage devrait être un challenge à tenir. Et pouvoir franchir un mur de 1,5 m sans une aide extérieure devrait constituer 3 critères minimum à garder en tête pour tout citoyen averti. Donc ça permettrait de rester en capacité d'agir et de garder toute la clairvoyance nécessaire sur ce genre de situation. Alors, si je reprends, je vais parcourir les 3 concepts du triangle de l'efficacité. Au niveau de l'équipement,
un niveau de soins de base pour pouvoir faire face à ces premières minutes, à peut-être cette première heure. C'est assez simple ce qu'il faut. Un IFAK, un petit kit comme celui-ci, à votre ceinture, dans le décès, dans le sac, si le sac est toujours sur vous, ou qu'il soit rangé dans ce genre d'équipement, qui est une chevillère, où dedans il y a tout ce qu'il faut pour faire face au décès évitable, qui peut être en port discret à une cheville. Avoir et s'imposer la discipline de pouvoir déjà faire l'effort financier. Un bon kit, c'est entre 40 et 70 €. Et surtout, après, le kit en tant que tel, il ne sert à rien. Le kit chez vous, le kit dans le coffre de la voiture, ça sert à rien. C'est d'avoir cette discipline de l'emmener tout le temps avec soi. Ou, spécialement dans ce genre d'endroit. Ce genre d'endroit est un endroit parfait pour qu'il arrive quelque chose de l'ordre de la situation, du contexte dégradé. Il est où? Il est avec vous. Pour vous, pour vos proches, pour les autres. Donc ça, c'est pour le point équipement. Au niveau des savoirs, des savoir-faire, eh bien, il faudrait avoir une idée plus ou moins approfondie du concept courir, se cacher, se battre, qui sont les trois stratégies à appliquer. Les trois stratégies appliquées lors d'une situation dégradée, type attentat, type tireur fou, tireur actif, voiture bélier, etc. Avoir ces trois concepts, avoir ces trois stratégies en tête. La première, courir. Courir, si on peut courir, on court. C'est certainement une bonne stratégie. Si on ne peut pas courir, se cacher. C'est également une stratégie valable. Si on peut ni l'un ni l'autre, se battre, faire face à l'agresseur avec ce qu'il est possible de trouver autour de nous pour nous aider. Mais dans tous les cas, on ne fera jamais l'impasse sur secourir. Ces trois, on voit que les flèches vers la situation hostile sont à double sens. Pourquoi? Parce que c'est pas j'applique une stratégie et puis cette stratégie, je vais pouvoir la tenir jusqu'à la fin de l'événement. Ça va osciller. Peut-être qu'on va courir et puis courir ne sera plus possible parce que le tireur aura contourné et reviendra vers nous et que là il faudra se cacher. Et puis peut-être qu'à un moment il va nous trouver et que là il faudra se battre. Donc ces stratégies, elles sont dynamiques jusqu'à la fin de la situation hostile. Mais ce qui est clair, et je le répète, à la fin, on ne fera pas l'économie de secourir. Soit se secourir, soit secourir les autres, et tout du moins être capable d'évaluer s'il est nécessaire de secourir. Donc ce point-là, on n'y échappera pas. D'où la nécessité de s'informer, de se former sur ce sujet. Donc le secourisme en zone tactique, ce sera en permanence un équilibre entre ce qui est médicalement souhaitable de faire pour les blessés et ce qui est sécuritairement faisable et imposé par la réalité de l'événement. Donc en permanence, on sera entre ces deux pôles. Pour ça, le secourisme en zone tactique parle de zones, qui sont des zones de menace qu'on va identifier avec des zones de couleur pour des raisons didactiques. On va parler de la zone rouge, c'est là où il y a la menace directe, c'est là où le tireur est en train de tirer. C'est, si je reprends l'exemple du Bataclan, c'est la fosse, ça c'est la zone rouge. Qu'est-ce qu'on fait dans la zone rouge? Rien, on sauve sa peau, on applique une des trois stratégies, courir, se cacher, se battre. Et éventuellement, si c'est possible, on va se mettre en garrot si on a un segment massif sur un des bras ou sur une des jambes. Pourquoi? Parce que ce type de segment va nous rendre inconscients en 2 ou 3, 4 minutes pour les plus solides d'entre nous et va nous faire décéder dans les 5 à 10 minutes pour les plus solides d'entre nous, en fonction de l'intensité de l'hémorragie. Mais ce n'est pas une priorité. La seule priorité dans la zone rouge, c'est de sauver sa peau. Dans la zone orange, c'est la zone où la menace est indirecte. C'est où? C'est si le tir a lieu ici, ça va être la zone rouge, et bien la zone orange, ça va peut-être être dehors, quand je vais être sorti derrière le premier mur. Ça va être une zone de menace indirecte. Ça veut dire que la menace, elle n'a pas disparu, mais je ne suis plus directement concerné par cette menace. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traiter les blessés au plus vite, puisqu'il y a des décès que si je ne prends pas en charge ces décès évitables, dans les toutes premières minutes, ces personnes vont mourir. Dans la zone verte, c'est une zone où il n'y a pas ou plus de menaces. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper des blessés. C'est en général là où seront les secours professionnels. C'est là où on va pouvoir remettre nos blessés, où on va pouvoir se sortir d'affaire.
Dans le livre Secourir en zone hostile, Patrick Wick, qui est le coordinateur France et Europe du programme TCCC, a écrit ces mots et il dit que plus de 20% des patients, des blessés en zone hostile, vont décéder avant d'arriver aux urgences. Il dit également dans cette préface qu'il faudrait être capable de secourir avec ou sans matériel. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, ce matériel sera soit pas disponible, soit insuffisant. Et enfin, il dit également qu'il faudrait que ça se fasse avec des gestes simples et efficaces. Ce que vous devez rechercher dans toute formation future, si vous continuez à vous intéresser sur le sujet, et chaque citoyen devrait le faire, pour lui au départ, et ensuite pour ses proches, et ensuite par acte citoyen pour tous les autres, c'est de trouver des formations qui vous dispensent des actes simples et efficaces, avec peu ou pas de matériel. Parce que ça, c'est la réalité. On n'a pas besoin, en premier soin, durant les premières minutes, même en zone hostile, d'être un chirurgien. Un chirurgien, ça a besoin d'équipement, ça a besoin de matériel, ça a besoin de chances terribles. Sur le terrain, pour les premières minutes, pour les décès évitables, à savoir, vous allez voir, je vais développer ce concept de décès évitable, c'est un concept fondamental, on a besoin de peu, comme je l'ai dit en entrée, mais il faut être capable de le faire dans des situations très chaotiques. Alors, 20% avant d'arriver au service d'urgence professionnelle. Comment est-ce qu'on peut diminuer ce pourcentage? Comment est-ce qu'on peut se former avec et ou sans matériel? De quoi parle-t-on exactement? Et qu'est-ce que c'est ces gestes simples et efficaces? Est-ce qu'il y en a beaucoup et combien de temps est-ce qu'il faut pour les apprendre? Parlons des victimes d'abord. Elles sont qui? C'est qui les victimes en zone hostile? On distingue essentiellement 3 types de victimes en zone hostile. Il y a 3 cas de figure, donc il y a ceux qui vont mourir avec ou sans soins. Ça, c'est le premier type de victime. Le deuxième type de victime, c'est ceux qui vont vivre avec ou sans soins. Pratiquement, c'est quoi sur le terrain? C'est quelqu'un qui, lors de l'attaque, a fait une chute, est tombé sur le coin d'une marche, s'est fracturé l'avant-bras. Une fracture simple, sans saignement massif. Cette personne-là, avec ou sans soin, elle va survivre. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ceux qui vont mourir avec ou sans soins, c'est quoi? Spécifiquement, c'est les gens dont les lésions sont tellement importantes ou multiples. Suite à une explosion, si vous avez de la matière cérébrale étalée par terre, il est clair que cette personne, vous pouvez y consacrer tout votre temps, toutes vos ressources, vous n'allez pas la sauver. Elle mourra, avec ou sans soins. Et enfin, le troisième type, il y a ceux qui ne survivront pas sans soins immédiats. Les premières victimes, le premier type, elles ne nous intéressent pas. On n'a pas de temps et on n'a pas d'équipement pour ça. Le deuxième type de victime, de nouveau, c'est juste de la condescendance et de l'accompagnement. On n'a pas de temps et on n'a pas d'équipement à perdre pour ça dans les zones hostiles. J'insiste, on est dans une zone hostile. Celles qui nous intéressent, par contre, c'est celles qui ne vont pas survivre sans soins immédiats. C'est de celles-là dont on va s'occuper en priorité et auxquelles on va consacrer nos ressources. Alors, il faut être pragmatique sur ces premiers soins. Ça ne sert à rien de partir dans tous les sens, ça ne sert à rien de vouloir traiter les moindres bobos. La seule chose qu'il faut traiter, ce sont les décès évitables. Ils sont au nombre de 3, ni plus ni moins. Le reste, ne vous en occupez pas. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre des ressources. À ce moment-là, ce n'est pas l'instant pour ça. Donc on va, comme l'indique l'icône, comme le suggère l'icône, cibler précisément qui on va traiter et comment et pour quelle pathologie. Donc les décès évitables, ils sont au nombre de 3. Il y en a 3, un troisième qu'on ne voit pas apparaître, là, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe. C'est les hémorragies massives des extrémités, les hémorragies massives aux bras et aux jambes. Ça compte pour 61% des décès évitables. Si déjà on maîtrise les techniques pour contrôler les hémorragies massives des extrémités, on peut sauver 61% des décès évitables. 30%, c'est le pneumothorax sous tension. C'est quoi le pneumothorax sous tension? En un mot, c'est une pathologie qui va voir un des poumons se collapser pour au final écraser le muscle cardiaque, le cœur, ainsi que les gros vaisseaux, aorte et veines ascendantes, les veines caves, et qui va entraîner l'arrêt circulatoire chez la victime. Okay, ça compte pour 30% des décès. Et les gestes pour prévenir ça sont assez simples.
On en parle tout de suite après. Et 9% sont les obstructions des voies aériennes supérieures. Très simple à comprendre. Si j'ai les voies aériennes supérieures obstruées par du sang, par des fragments d'eau, par du sable, parce qu'on m'a traîné pour m'extraire, ou par du vomi, parce qu'en tel choc systémique, j'ai vomi et qu'on me laisse avec mon vomi en bouche, ben, mon temps de survie, il est limité à ma capacité d'apnée. Une fois que cette capacité, 2 minutes 30 pour moi, sera terminée, ben, je vais mourir. Okay? Donc, si on est en mesure de traiter 61 et 30%, donc les hémorragies massives des extrémités, les pneumothorax sous tension, on sait déjà traiter plus de 90% des décès vitaux. D'où cette parole du colonel Bellamy, qui est un éminent chercheur dans l'armée américaine et à qui on doit de nombreuses études sur l'efficacité des méthodes et des matériaux, des équipements utilisés en secourisme tactique. Si pendant les prochains conflits on ne peut faire que deux choses, mettre un garrot et prévenir un pneumothorax, on sera capable de sauver entre 70 en français, 70 et 90% de tous les décès vitaux. Sur le champ de bataille, souvenez-vous, la zone hostile, dans les contextes civils, transforme nos villes en champs de bataille durant quelques minutes, quelques heures. Ce qui vaut sur les champs de bataille vaut également sur ces contextes de zone hostile. On parle de gestes simples et efficaces. Alors, quels sont ces gestes simples et efficaces? On parle de quoi? Eh bien, on a dit il y a 3 types de décès vitaux. Prenons le premier décès vital, hémorragie massive des extrémités. Qu'est-ce qu'une hémorragie massive des extrémités? C'est le syndrome wow. Ça veut dire s'il y a beaucoup de sang au point de faire wow, c'est une hémorragie massive. Si vous regardez votre victime et que vous vous demandez est-ce que c'est massif ou pas, probablement que ça n'en est pas une. Une massive, on ne sait pas la rater. Le sang est en continu, il y a beaucoup de sang par terre. Ce qu'on voit là à l'écran, c'est une hémorragie massive. Donc là, les hémorragies massives, désolé pour l'iconographie, elle n'apparaît pas, les couleurs n'apparaissent pas, pas d'importance. Les hémorragies massives, elles comptent pour 61% des décès évitables. Comment est-ce qu'on traite ça? Simple, par la doctrine américaine qui est en train de se disperser dans le monde entier. Stop the bleed, stopper le segment, compression directe des segments. Alors, pour faire ça, il y a 2 actions immédiates qu'on peut faire. La première, c'est la compression directe, comme on voit le personnage là-bas, qui fait une hémorragie massive ici au niveau de la nuque. On peut faire une compression directe et qu'on va amplifier par une pression avec son bras. On peut se mettre sur le sol pour amplifier, s'appuyer contre un mur. Donc une technique de compression directe. La compression directe reste le meilleur moyen de stopper une hémorragie massive si on n'a rien ou peu d'équipement. Une autre technique peut, pour freiner, j'ai pas dit pour stopper, mais pour freiner chaque coup de compte. Le sang, c'est de l'oxygène. L'oxygène, c'est du cerveau c'est de la vie. Donc on va essayer de stopper toute goutte. C'est de faire une compression dans l'aine, ensuite abaisser, donc là je parle pour une hémorragie massive sur un bras, et ensuite se laisser glisser sur le côté qu'on comprime. Ça va considérablement, voire arrêter momentanément l'hémorragie massive. On peut avoir des techniques de pli inguinal avec ce qu'on a sous la main. Cette technique stoppe complètement le flux artériel, elle est prouvée par test Doppler, elle va complètement stopper le flux artériel de l'artère fémorale dans la cuisse. Donc avec une simple bouteille. Avec un magazine roulé, vous pouvez stopper complètement le flux sanguin dans une cuisse. Pour des petits, pour des enfants, une compression avec vos 2 mains autour d'une cuisse, jusqu'à un enfant de 8 ans, vous pouvez stopper complètement le flux. Si vous stoppez le flux, vous stoppez le saignement. Le problème de ces techniques, c'est que vous n'allez pas pouvoir rester comme ça toujours. Il y a un moment, il va falloir faire quelque chose. Mais en première attention, le temps de hurler sur quelqu'un, ouvre mon kit, sort le tourniquet, ou fait un tourniquet improvisé, ce genre de choses, ces techniques stoppent le flux sanguin. Ensuite, des techniques, 2 actions prolongées. La première, c'est l'utilisation d'un garrot pour les endroits où le garrot peut contrôler le segment, jambes, bras, ou une gaze tissée pour faire une compression en profondeur, ce qu'on appelle le wound packing, ou une technique de méchage pour les endroits où le tourniquet ne sait pas intervenir, ne peut pas être efficace. C'est où
classiquement, c'est ici dans l'aine où on a des tuyaux importants qui passent et qu'il va falloir contrôler par compression. Ici, 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 dans l'axillaire, donc dans les aisselles, et également ici où passe la carotide et jugulaire. Il faut pouvoir être à même d'utiliser des techniques qui sont des techniques avec du produit manufacturé, donc ce que vous avez dans votre kit, mais également avec des techniques improvisées. Ça va être important puisque, on l'a dit, le matériel sera soit absent, soit insuffisant. Même chose pour les compressions, les wound packing, le méchage, pouvoir utiliser des gausses tissées ou pouvoir soi-même, comme ici sur la photo avec un t-shirt découpé, concevoir soi-même une gausse tissée. Décès évitable numéro 2, on en a parlé, c'est le pneumothorax. Alors le pneumothorax, il est dû à quoi lors des plaies pénétrantes? Essentiellement à ce qu'on appelle des plaies soufflantes, peu importe le terme, parlons de quelque chose de simple, un trou sur la cage thoracique, devant, sur le côté ou derrière. Tous ces trous, il faut les boucher. Donc le geste, il est simple. Pour prévenir ces 30% de décès évitables, il faut boucher. Avec quoi? Avec votre main, dans un premier temps. Ou la main du blessé, s'il est capable de le faire. Ça vous libère et pour faire autre chose. Ensuite, quoi? Se faire relayer par un pansement occlusif. De préférence, un pansement occlusif dit ventilé. Si on n'a pas un non ventilé, si on n'a pas un que vous improvisez vous-même. Donc il y a une action immédiate pour prévenir le pneumothorax, 30% des décès évitables, boucher les trous de la cage thoracique. Et ensuite il y a donc comme d'habitude, soit avec du matériel manufacturé, soit ici c'est du film alimentaire et du duct tape avec du matériel improvisé. Là on voit un pansement improvisé avec un plastique et 4 morceaux de duct tape. Ensuite, une action prolongée. Une fois que vous avez mis ce pansement, qu'il soit manufacturé ou improvisé, si votre victime manifeste à un moment une détresse respiratoire, que vous ne saurez pas louper, même si vous n'avez pas fait médecine, elle va pas paniquer, quelqu'un qui n'arrive plus à respirer convenablement, très rapidement elle va montrer des signes que vous ne pourrez pas louper. On va faire un geste simple qui s'appelle la décompression manuelle, qui va consister à ouvrir le pansement partiellement, gratter pour curer un peu le sang ou les saletés qui sont accumulées. L'air matérialisé par la flèche bleue va sortir et suite à ça, vous allez refermer le pansement. Et vous allez faire ça combien de fois? Autant de fois qu'il le faut. Chaque fois que la détresse respiratoire va se manifester, on va ouvrir, fermer, jusqu'à ce qu'on puisse remettre le blessé au secours professionnel. Ok? Simple. Décès évitable numéro 3. L'obstruction des voies aériennes supérieures. Je l'ai dit, 2 cas de figure, c'est une simulation, c'est un grimage, donc pas de OA et de grandes effusions, c'est juste du maquillage. 2 cas de figure, donc un gros délabrement maxillofacial suite à un blast, suite à une chute, râpé par le sol lors de l'extraction, peu importe, ou le vomi. Eh bien c'est très simple, pour prévenir ces 9% de décès évitables, c'est la position du patient qui va être déterminante. Et c'est simple, il y en a 2. Okay. Il y en a une qui est la position qu'on voit là en haut, qui est une position où vous asseyez votre victime, la tête penchée en avant. Là, s'il y a un délabrement important, le sang va couler, les morceaux de dents, de débris osseux, de chair vont pouvoir couler par terre par gravité et donc ne pas obstruer les voies aériennes supérieures. Si la victime est inconsciente, on va utiliser la position latérale de sécurité qui est là à droite. Et de quoi on doit retenir pour la position latérale de sécurité? Très simple, on met la victime sur le côté, on bascule sa tête en arrière pour dégager les voies aériennes supérieures, simple, okay? Pas besoin de technique particulière, on est dans une situation, une zone hostile. 95% des blessés de plaies pénétrantes restent conscients. Donc ça c'est aussi un mythe qu'on va automatiquement devoir traiter des victimes qui sont inconscientes si on leur a tiré dessus. Faux, 95% d'entre elles resteront conscientes. 2 positions. Fin de chantier, on a vu tous les gestes qui sont nécessaires pour prévenir les 3 décès évitables. Ils sont simples, techniquement ils sont très simples. Par contre, pouvoir les prioriser, pouvoir choisir à qui on octroie le matériel, pouvoir le faire sous stress, pouvoir le faire dans le noir, pouvoir le faire sous la pluie, nécessite un état d'esprit et d'être le plus possible dans le triangle de l'efficacité. Si on a un peu de temps, il reste un extra important, c'est 2 actions prolongées. La première, c'est isoler votre victime et la deuxième, la couvrir. Dans l'ordre d'importance, isoler. Pourquoi? Parce qu'un blessé qui a froid, c'est un blessé qui coagule mal.
Et un blessé qui a très froid, c'est un blessé qui ne coagule plus. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas avec des blessés qui saignent. On veut qu'ils puissent coaguler. Donc, on va empêcher leur température corporelle de descendre. Comment? En les isolant du sol, on perd beaucoup plus de degrés par convection que par évaporation. Et en deux, en les couvrant. Alors pour couvrir et isoler, l'outil magique, c'est la couverture de survie à 3 €, okay, à avoir dans le kit sur soi. Et il faut la mettre d'une certaine manière qui va faire qu'elle va être efficace. Couvrir la tête, puisqu'on perd 30% de notre chaleur corporelle par la tête. Il faut la mettre le plus près possible sur la peau, comme on le voit ici. Et ensuite, il faut isoler votre victime avec un carton, avec un cartable, un vêtement, n'importe quoi. L'isoler du sol. Et idéalement la placer dans un coin. Pourquoi? Si elle perd conscience, elle ne va pas basculer par terre et se blesser. Il y a plus de chances qu'elle reste retenue par un des deux murs. Avec ou sans matériel, je parle un mot, 20 secondes des attentats de Boston. Donc 2013, les États-Unis, 3 morts, 264 blessés, 97 garrots improvisés par le public lors de cet événement. Les garrots étaient quasiment tous inappropriés et ils ont été remplacés car inefficaces, c'était des mauvais garrots improvisés, soit retirés car inutiles. C'est quoi le cas typique du garrot inutile? Eh bien ça n'était pas une hémorragie massive. Le garrot est pour l'hémorragie massive, pas pour le saignement secondaire. Pour le saignement secondaire, c'est du premier soin classique, compression et pansement compressif. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que Boston, c'était une improvisation improvisée. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, parce qu'improviser, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas savoir, on ne sait pas, et on agit en inventant une pseudo-action salvatrice. C'est pas ça, improviser. Improviser, c'est maîtriser le savoir à tel point que si la ressource idéale n'existe pas, on peut la remplacer par quelque chose de satisfaisant pour un résultat satisfaisant. C'est ça, improviser. Et on peut improviser beaucoup de choses. On peut improviser des mèches pour faire des woundpacking, pour stopper des segments massifs profonds. On peut faire des garrots improvisés qui sont efficaces, qui stoppent les segments. On peut faire des garrots au départ d'une technique de découpe des manches de pantalon avec un nœud particulier et peu ou pas d'équipement supplémentaire. On peut improviser des pansements pour des brûlures même importantes juste avec du film alimentaire et du duct tape. On peut improviser des pansements occlusifs pectoraux avec du plastique et du tape. On peut improviser un pansement compressif avec un paquet de mouchoirs plié en deux et du film alimentaire. On peut improviser encore et encore, on peut improviser un collier cervical pour maintenir un blessé après une explosion qui aurait une fracture au cervical avec une serviette et un morceau de duct tape. Le film alimentaire et le duct tape devraient nous accompagner en permanence à la ceinture. Là, c'est clair qu'en gros rouleau comme ça craint, mais en petit comme ça, et ceci coupé en 3, ça prend beaucoup moins de place dans un EDC, ça coûte 1 € et c'est la fête au village le jour où c'est nécessaire. Donc je répète, improviser, ce n'est pas inventer une pseudo-technique. Donc improviser dans notre livre, c'est tellement important qu'on y consacre 21 pages, puisque, je le répète encore et j'insiste, tous les retours d'expérience le montrent, quand le jour où ça arrive, il y a de fortes chances qu'on ait peu ou pas de matériel, ou pas suffisamment. En se détend, moi aussi, la conclusion arrive. Toujours un plan A, un plan B, tout survivaliste, tout citoyen averti est imprégné de cette notion du plan A, plan B. Avoir un plan A au niveau de l'équipement, donc pouvoir utiliser, disposer d'équipements sur soin, de l'équipement manufacturé, de l'équipement qui a fait ses preuves, mais pouvoir en improviser avec 3 fois rien également. Avoir un plan A également au niveau des techniques, pouvoir maîtriser les techniques avec l'équipement manufacturé, l'équipement prévu, mais également pouvoir maîtriser les techniques pratiques avec de l'équipement improvisé. Donc, on le répète encore, ça c'est le mantra et c'est de ça dont il faut être imprégné pour se préparer à gérer ces situations de secourisme en zone hostile. C'est que si on est capable, en tant que citoyen averti, de ne réaliser que 2 choses, à savoir
correctement mettre un garrot sur un membre ou prévenir un pneumothorax, à savoir comment prendre en charge les plaies ouvertes sur le thorax, on va pouvoir prévenir entre 70 et 90% des décès évitables lors de ces situations hostiles avec les plaies pénétrantes. Voilà, avant de passer aux questions-réponses, je vous dis, puisqu'après on va se disloquer, pour aller plus loin, il y a le livre, je le dédicacerai pour ceux qui le souhaitent après sur le stand du magazine Survival. Il y a les rubriques que j'ai écrites pour chaque numéro d'opération spéciale et de Survival. Sur le stand des 5, on pourra vous parler de ce qu'est une formation pragmatique avec peu ou pas de matériel et dans l'esprit du triangle de l'efficacité tel que je voulais énoncer ce soir. Voilà. Très bien. On peut passer questions-réponses. On a un peu de temps? Oui, on a un petit peu de temps. Ok, voilà. Alors, première question. Bonsoir. J'aurais aimé avoir votre avis sur justement l'utilisation des garrots et savoir quel est votre retour d'expérience, si vous en avez un, sur l'utilisation des garrots à cliquer plutôt que tourniquet. Ouais, c'est une bonne question. La question des garrots. Alors, le garrot, il y a 10 ans, on était dans l'ère de l'objet maudit, c'était interdit, dernier ressort, etc. etc. Donc, ces 10 dernières années, il est clair que grâce justement à ces retours d'expérience, particulièrement Irak 2, Afghanistan 1 et 2, que le garrot, il a repris de ses couleurs, le matériel a beaucoup évolué, les connaissances et les retours d'expérience aussi. Le garrot, ça reste un outil merveilleux qui sauve, qui a sauvé énormément de vies et qui sauve des vies, toujours. Par contre, ça ne reste pas pour moi la méthode numéro 1 pour contrôler une hémorragie. La méthode numéro 1, ça reste la compression directe. Si c'est possible, si le contexte le permet, la compression directe reste le meilleur moyen de contrôler une hémorragie. Par contre, si c'est pas possible, il va falloir utiliser un garrot. Alors garrot cliqué versus garrot non cliqué. Pour moi, les deux garrots sont bons. Ce qui importe, puisque c'est des garrots qui ont des retours scientifiques, il y en a eu sur le RMT, comme il y en a eu sur le CAD, comme il y en a eu sur le SOFT, comme il y en a eu sur beaucoup. Je crois que les trois que je viens de mentionner, avec, j'y ajouterai également le SWAT, sont des tourniquets qui sont relativement documentés en termes de retour d'expérience. Ce sont des bons tourniquets. Alors lequel est le mieux? Pour moi, je ne vais pas prendre de position sur lequel est le mieux parce que chacun peut être mieux dans certains contextes. Et c'est peut-être pas le moment ici, on n'en a pas le temps, et on peut en parler éventuellement après, mais tous ces garrots sont de bons garrots, des garrots qui ont fait leurs preuves. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Oui, probablement, mais ça dépend du contexte. Ça répond à la question? Ok. Y a-t-il une autre interrogation? Pas de question. Bonsoir, j'avais un truc à dire et puis une petite question dans votre document qui était très très intéressant d'ailleurs, merci. Par contre, vous n'avez pas signalé qu'il ne fallait pas retirer les corps étrangers, parce que c'est elle qui l'a dit, elle est infirmière. Et donc, comme quoi, quand il y a un gros saignement, il ne faut surtout pas enlever le truc dans la mesure du possible dedans pour limiter. Et après, pensez-vous désormais qu'il faut qu'on porte H24 notre garrot par rapport aux conditions qui se dégradent de plus en plus en France, on le constate, quoi. Au niveau des armes à feu, parce qu'en fait le garrot a été remis en place en France par rapport aux armes à feu. Enfin, c'est comme ça que je le verrais, je voulais avoir votre avis, quoi. Merci. Merci pour le compliment, l'intérêt et pour la question. Alors, je vais botter en touche, vu que j'ai pas dit qu'il fallait ne pas retirer les corps étrangers. De facto, ça veut dire qu'il faut les laisser.
Donc, non, je plaisante. Il est clair que tout corps étranger. Alors ici, moi, je reste dans les grandes lignes de la prévention des décès évitables, et ceci n'a absolument pas vocation de vous former à la prévention des décès évitables. La vocation de ceci, c'est de vous exprimer qu'avec un peu de matériel, un peu de technique, et en étant relativement pragmatique dans l'un et dans l'autre, on peut prévenir ces décès évitables en cas de situation violente. Alors le garrot, pour suite aux plaies par arme à feu, oui, et également stabbing, donc toutes les plaies de couteau, et également après explosion, les débris de verre peuvent entraîner des saignements importants. Est-ce qu'il faudrait l'emporter H24? Mais ma réponse, elle est claire, elle est oui. Elle est oui, elle est toujours sur soin, et particulièrement dans les lieux publics, puisque la situation dégradée, la situation hostile, par définition, elle ne prévient pas quand elle va taper. Elle va taper au moment où justement on ne s'y attend pas. Et c'est là que ça fait la différence, c'est l'accessibilité à cet équipement. Comme je l'ai dit, les techniques improvisées peuvent fonctionner, mais une règle constante avec les techniques improvisées, c'est qu'elles prennent plus de temps. Et le temps, à ce moment-là, là où on n'a qu'un blessé en zone sécurisée, du temps, on peut éventuellement en avoir si on est calme, détendu et qu'on sait maîtriser ses gestes, on peut en avoir. Dans une situation dégradée, où on a beaucoup de victimes et peu de temps, là, on ne va pas l'avoir. Donc le garrot, oui, et où, toujours sur soi. Ça répond à la question? Y a-t-il d'autres questions posées? Oui. Bonsoir, encore des félicitations. Vous étiez super dynamique. Ça réveille. Non. Bon, c'est pas une critique, mais je trouve dommage qu'on prenne beaucoup en comparaison les Américains. Que je sache, ils sont pas Dieu sur Terre et qu'il y a d'autres communautés, d'autres nationalités qui proposent des choses aussi intéressantes, j'imagine. Je trouve dommage qu'on prenne autant en exemple les Américains comme si c'était des dieux. Oui, vous avez raison, mais laissons-leur ça, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, laissons-leur ça, en termes de guerre, c'est des grands spécialistes. Donc ils le font, j'ai lu un truc du genre que leur nation a pas loin de 250 années d'existence, et je pense qu'ils ont eu 13 années sans guerre. Donc en termes de retour d'expérience, laissons-leur, ils ont des kilomètres et des kilomètres d'avance. Donc c'est sûr que si on veut, et là je vais certainement tomber dans les stéréotypes, si on veut un peu de retour d'expérience sur la Dolce Vita, comment vivre plus vieux, être bien, etc., on va s'adresser à des Italiens, et si on veut avoir du retour d'expérience sur des champs de bataille, sur des théâtres des opérations, malheureusement, et c'est comme ça, c'est un fait, les Américains sont vachement en avance, et quand on voit le matériel qu'ils développent, l'énergie qu'ils mettent à ça, l'énergie qu'ils mettent à le vendre après, on se dit aussi qu'ils aiment ça, et en général quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien. Mais ouais, c'est vrai, on les prend en exemple, mais sur ce coup-là, il faut admettre qu'ils sont vachement en avance. À nouveau moi. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, parler d'une nation jeune et qui a connu la guerre, c'est quand même un sacré retour d'expérience des Israéliens aussi sur ce théâtre-là. Et donc une question qui peut être un débat sans fin, votre position par rapport au Woundclot, Quickclot, l'utilisation des deux, préférence par rapport à une situation donnée. Ok. Donc Woundclot, Quickclot, pour ceux qui ne savent pas, c'est une gaz tissée qui sert à stopper les hémorragies, et qui est une gaz qui est imprégnée, on va prendre ce terme-là, imprégnée, elles ne le sont pas toutes, les techniques sont différentes, d'un agent hémostatique. Un agent hémostatique, c'est quoi? C'est un agent qui va favoriser la cascade plaquettaire, qui va permettre une coagulation plus rapide au point de saignement. Alors, de nouveau,
comme pour tout le reste, il y a plein de marques, plein de modèles, tout le monde fait le sien. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Pour ça, il faut s'intéresser aux études médicales. Donc la différence entre le Quick-Lot et le Celox, moi je parlerais plutôt en termes de composants. Il y a deux composants principaux qui rentrent dans la conception de ces gauzes. Un, c'est le chitosan et l'autre, c'est le kaolin. Le kaolin, c'est une argile blanche, c'est celle qu'on trouve dans le Quick-Lot. L'autre, c'est le chitosan, c'est une matière de synthèse qui est produite au départ des exosquelettes de crustacés. Ces deux matières favorisent la coagulation chez le patient saignant fortement. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux que je préfère? Moi, je préfère le chitosan. Pourquoi? Donc, même si ça vient des crustacés, toutes les études ont démontré qu'il n'y a eu aucun cas d'allergie, même chez les patients qui sont éventuellement allergiques aux crustacés. La raison principale pour laquelle je préfère le chitosan, il y en a deux. La première, c'est que contrairement au kaolin, le corps parvient à le dissoudre, tandis que le kaolin reste dans l'organisme pour toujours, une fois qu'il y est entré. Et le deuxième, le chitosan, va agir sur la coagulation indépendamment de la température corporelle du blessé, ce qui n'est pas le cas du kaolin. Le kaolin, une fois que le patient a perdu quelques degrés, ça ne fonctionne plus. Alors, mais pour revenir sur ces gauzes hémostatiques, je les trouve très pratiques. Pour moi, elles ont deux inconvénients principaux. Le premier, c'est qu'elles sont très chères. Le deuxième, c'est qu'elles ont un usage unique. Elles ne servent qu'à une chose, c'est stopper des hémorragies massives. Et elles ont une date de péremption très courte, ce qui est embêtant dans des kits, surtout pour quelque chose qui coûte très cher. Il faut redire encore une fois qu'on stoppe aussi bien un saignement avec une gauze, avec une gaze non imprégnée d'hémostatique. La seule différence, c'est que ça va prendre plus de temps. Une gaze imprégnée va prendre entre 2 et 5 minutes en fonction de l'individu et du lieu de saignement. Une gaze non imprégnée va prendre de 5 à 10 minutes. Si on a du temps, si on n'a qu'un blessé et qu'on a le temps, traitons avec une gaze tissée. De plus, on n'a pas de recul encore aujourd'hui avec les effets à long terme de ces coagulants. On n'a pas d'effet, on n'a pas de retour. Et là, j'ai lu quelques études qui font vraiment flipper par rapport au kaolin chez des anciens combattants US de Afghanistan 1 et la forte augmentation de d'AVC chez des patients, chez une population d'âge qui ne devrait pas avoir autant d'AVC. Donc on va reparler de tout ça dans les 20 à 30 années. Donc si vous pouvez faire l'impasse sur l'hémostatique, ne pas l'utiliser. Mais par contre, elle sauve des vies dans certains contextes. Si les balles sifflent, si on a peu de temps, si on a 3 blessés, tout le monde saigne fort, il faut prendre des décisions. Là, l'hémostatique, elle va sauver des vies. Elle en a sauvé et elle en sauvera encore. Je pense que la réponse était complète. On essaie. Et je ne suis pas sûr qu'on trouve quelqu'un de plus expert pour répondre à la question. Merci pour la Merci. question. Une dernière question, monsieur. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour la qualité de votre présentation. D'autre part, je souhaiterais savoir, pour un citoyen français, au-delà de la formation dispensée par la Croix-Rouge, s'il y a des formations spécifiques qui, une fois acquises, permettent ensuite d'intervenir sur des théâtres d'opération, qu'il s'agit à la suite de conflits ou de catastrophes naturelles. Si je comprends bien votre question, c'est est-ce qu'il y a un moyen de rejoindre des zones pour exercer ce métier? Oui, il y a moyen, mais par contre, je suis désolé, mais le marché est quasiment verrouillé par les anglo-saxons, donc tout le marché de la sous-traitance médicale, puisque de plus en plus d'organisations internationales, comme les Nations Unies et bien d'autres, et de plus en plus d'armées sous-traitent les soins de santé. L'armée française résiste encore jusqu'à aujourd'hui, mais de plus en plus dans l'armée anglaise, on peut voir que les soins de santé sont sous-traités. Pourquoi? Ça coûte horriblement cher d'avoir des médecins, des infirmiers, et de les former, puis d'assurer leur pension, etc., etc. Donc de plus en plus, les armées sous-traitent à des sociétés privées. Ces sociétés privées sont essentiellement anglo-saxonnes. Donc on peut travailler sur des théâtres d'opération, je le fais, mais pour des compagnies en général anglaises. Et donc j'ai passé les certifications, j'ai repris des études via une université australienne pour être dans le giron du Commonwealth et avoir des qualifications. Et si on vient en francophone, de toute façon, avec des documents France, c'est toujours non avec les anglo-saxons. Donc c'est possible, mais c'est un engagement. Mais c'est possible. Alors, y a-t-il une dernière question? Oui, monsieur.
Ensuite, Joël, je vois que tu as laissé ton mail, donc toute personne peut te contacter directement sur ce mail. Bien sûr, n'hésitez pas. Et rendez-vous sur le stand D5 si vous voulez des informations sur de l'équipement, sur des kits très compacts qu'on peut porter, sur des formations qui sont orientées pragmatisme, utilisation du matériel minimum, l'improvisation. C'est important, ce type de formation est important et je pense qu'à l'avenir, elles vont se développer de plus en plus. On a vraiment, jusqu'à présent, pris des formations militaires qu'on a un peu adaptées et on vend ça aussi vite, mais elles ne sont pas réellement adaptées, je trouve, de mon point de vue, à ce qui se passe quand on a du retour d'expérience dans la réalité. Où les gens ont bu 2 bières, le kit il est dans la bagnole et il va falloir faire avec ce qu'il y a et se préparer au niveau de l'état d'esprit, faire beaucoup avec peu et évidemment le bouquin qui est une bonne source. Là je suis obligé, je dois faire un peu ma pub, l'éditeur il est là, il m'entend. Je suis obligé, il m'a dit. J'écoute la question. Bonjour, j'avais juste une question à vous poser, juste là. Par rapport au pansement occlusif, est-ce que vous avez une préférence ou, en termes de matériel ou pas? Alors, ma préférence, elle va à ce que les recommandations internationales préconisent, à savoir le pansement occlusif ventilé. Le problème du pansement occlusif ventilé, de nouveau, c'est que c'est un pansement qui est relativement cher et qui supporte assez peu d'être compacté très longtemps dans un kit comme celui-ci, qui est par exemple un kit qui pourrait être protégé, prendre peu de place et sous vide. Une fois que vous comprimez un pansement occlusif, avec la chaleur corporelle, ce qui se passe assez souvent, c'est que la colle fond, et le jour où vous devez l'utiliser, c'est juste un cauchemar. Donc, est-ce que j'ai une préférence? Oui, j'en ai une. Elle va pour des pansements qui sont plus ou moins bon marché, assez bon marché, et qui supportent d'être pliés et qui supportent d'être empaquetés très longtemps sans qu'on ait à s'en soucier le jour où on a besoin. Et pour ça, le Foxy de Celox est un très bon pansement. Je n'ai pas de parti pris avec eux, c'est juste que j'en ai utilisé beaucoup en Afrique et que c'est un pansement qui tient. Il tient la chaleur, il tient la poussière et surtout qui autorise les décompressions manuelles, comme je l'ai montré plusieurs fois. Il recolle après. Il y en a d'autres. C'est juste celui-là, j'en ai l'habitude. Voilà pourquoi je le préconise. Je sais qu'il fonctionne. Oui. Avec le laser. Oui, le laser peut évoquer à certains... Ok, s'il y a des aveugles, mon assurance fonctionnera après. Voilà, merci à toi Joël. Honnêtement, on termine quasiment la journée avec toi. Il nous reste une conférence, mais la qualité de ta conférence permet de maintenir les gens quand même éveillés et attentifs. Donc merci. Merci à toi.